Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour et bienvenue à cette causerie virtuelle en direct du Palais des Congrès durant le Salon du Livre de Montréal. Donc, on s'adapte cette année dans une toute autre version. On vient vous rejoindre dans vos salons, dans vos maisons. Je suis en compagnie de Guillaume Baudouin. Bonjour Guillaume. Salut Samuel. Alors, tu es l'auteur de ce magnifique livre, Empreinte. Je dois te le dire, quand je l'ai reçu par la poste, je me suis tout de suite dit à quel point c'était juste une œuvre splendide. C'est un coffee table book. Mais en plus, il y a un contenu extrêmement recherché qui a été fait à partir de plusieurs années de voyages et d'expériences et de projets. En fait, il faut dire aux gens que tu es d'abord un cinéaste, un photographe, un directeur photo. J'avais envie de te demander en commençant... en fait, je précise aux gens que durant toute la causerie, ils peuvent nous envoyer des questions en direct sur le Facebook du Salon du Livre et je vais les recevoir sur la petite tablette à mes côtés. Mais moi, je commence en te demandant, toi qui as l'habitude de t'exprimer en images, même si elles sont fort nombreuses, les photos dans ce livre, à quel point c'était un défi de t'exprimer en mots pour l'occasion? C'était vraiment un gros défi. Je suis pas auteur, j'ai jamais écrit une... grande quantité de mots comme ça, je pense. Fait que, oui, ça m'a vraiment tout demandé. J'ai tout donné pour être capable de sortir ça puis de le sortir à temps parce que, honnêtement, j'étais un peu lent. Ah ouais? Ouais. J'ai appris, ça s'est fait un peu à travers ce processus-là. Puis, je suis pas sûr que ma démarche était la bonne pour l'écriture, mais je pense qu'à la fin, j'ai trouvé un petit peu dans quelle direction je devais aller. Mais je vais... Merci pour l'intro, d'ailleurs. C'était très bien. Tu as tout dit d'un coup, j'ai pu ajouter rien. Mais en fait, je me permets de préciser que, étant donné que dans la vie, je suis un journaliste, un écrivain, je suis très difficile quand je lis, mais okay. Tu écris extrêmement bien. Fait que je le sens, ton malaise à dire que tu as écrit un livre puis que c'était peut-être pas la chose la plus évidente, mais le résultat est très bon. Qu'est-ce que ça t'a apporté de supplémentaire, peut-être, de compréhension dans tout ton parcours d'avoir à écrire? Ben, alors, je pense que j'ai des gens qui m'ont là-dedans, qui m'ont beaucoup aidé. Des gens chez Parfum d'encre, ça a été apprécié parce que je pense pas que j'aurais mort. Probablement. L'écriture m'a apporté beaucoup parce que une réflexion après les multiples réflexions. Donc, quand souvent, bon, on va errer selon ce qu'on cherche à découvrir. Le fait d'avoir une mission, par exemple, de faire un documentaire m'a apporté à m'enfoncer un petit peu plus dans la culture ou dans les sujets. Puis le fait de faire le montage par la suite de ça oblige une réflexion supplémentaire. Puis après ça, ben, j'ai l'impression que j'ai eu, c'est le fait de le mettre en mots, de choisir les mots, puis d'aller encore plus creuser chacun des sujets, a été comme un troisième layer qui m'a vraiment beaucoup apporté. Ça a été, l'écriture a été vraiment une belle découverte. Je ne sais pas à quel point je serais capable de repasser à travers ce processus-là à chaque année. Tu n'as pas eu un coup de cœur et tu vas te dire, je vais en faire un à tous les 2 ans. T'es pas là. Peut-être pas à tous. J'aimerais en refaire d'autres, mais, okay. Mais ça a été difficile, c'est demandant pour moi. Mais ça, c'est le premier. Puis bon, pardonne-moi la question un peu facile, mais ça s'appelle Empreinte. Est-ce qu'il y avait dans ton subconscient ou dans ton conscient l'envie de laisser une trace différente qu'un documentaire, qu'un film ou un vidéoclip que tu as l'habitude de faire? Est-ce que publier un livre, ça a une valeur différente pour toi? C'est une bonne question. L'idée, ben, pour être très honnête, c'est qu'Empreinte, c'est pas moi qui ai trouvé le nom. Donc, j'avais pas réfléchi à ça d'avance. Ça c'est venu de l'éditrice. Donc, mais je pense que c'est un très bon nom qui exprime vraiment ce qui est le contenu du livre. Puis oui, évidemment, avec ce que je fais, l'idée, c'est un peu de laisser une trace, d'influencer les gens, de montrer des angles différents d'un sujet. De nous faire réfléchir autrement. Ben,
dans la mesure du possible, tu sais, avec, en étant, ouais, je veux pas avoir l'air prétentieux, tu sais, mais oui. Puis, parlant du contenu, c'est un récit à mi-chemin entre le récit de voyage, récit de cœur, mais tu précises d'entrée de jeu que ça ne tentait pas de seulement enchaîner les péripéties, les exploits, les dangers, comme on peut le voir souvent dans des livres de globetrotteurs ou d'aventuriers, que tu voulais être plus du côté des rencontres humaines. Pourquoi tu as fait le choix de t'éloigner du sensationnalisme qui est très, très vendeur aussi dans ce type de livre-là? Bien, oui, je pense que... les gens, c'est parce que les gens me voient des fois comme un aventurier, tu sais, parce que je fais des voyages, je vais loin souvent. Ce qui m'intéresse dans ces voyages-là, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens, c'est les histoires humaines, si on veut, ces rencontres-là, c'est ça que je trouve qui est le plus enrichissant. Puis évidemment, dans le livre, il y en a un peu des moments où je me suis retrouvé un peu malgré moi. Évidemment, j'ai pas le choix là, en allant dans des contextes comme ça. C'est sûr qu'on se retrouve un peu dans l'aventure. Fait qu'il y en a quand même des beaux moments qui m'ont apporté beaucoup aussi, mais ce que je choisis de vouloir faire, c'est pas moi qui vais aller faire des records de distance, de vitesse, de hauteur. C'est pas tant ça. Traverser la planète en suivant l'équateur? Ben non, c'est ça. C'est un peu moins ça que je recherche. Donc, je vais vraiment à la rencontre des gens dans la mesure du... J'aime avoir une mission humaine. Oui. C'est drôle parce qu'au début, on lit ça, que tu veux aller t'orienter vers l'humain, mais quand tu débutes dans la traversée sur le Pacifique Nord, tu nous plonges en pleine tempête où on a l'impression que tu vas mourir. Tu rencontres un requin blanc de 6 mètres qui est le plus grand, le plus long que tu as vu, puis beaucoup d'autres épreuves. Et je me suis dit, OK, pour un gars qui ne fait pas de sensationnel, finalement, il a été confronté à ça. Ouais. Mais très tôt, tu dérives vers l'humain, vers les traditions, puis aussi vers toutes tes questions sur où on en est par rapport à l'environnement. Je veux savoir, pourquoi tu es allé cette fois dans la traversée du Pacifique Sud pour trouver des réponses à ces questions environnementales-là? Ça s'est fait un peu tout seul, c'est-à-dire que j'ai comme été invité par les gens avec qui j'ai fait le premier voyage dans le Pacifique Nord à traverser le Pacifique Sud. Au départ, c'était ça l'idée, avec les difficultés qu'on a vécues, l'ouragan qui nous a foncé dessus, le bateau qui était en état, il n'était pas en état de continuer, bien, le capitaine a décidé de canceller ça. Donc, je me suis retrouvé un peu à avoir en tête un voyage que je n'allais pas faire, fait que j'ai décidé de le faire par mes propres moyens. Puis je me suis posé la question, est-ce que je le fais? Est-ce que je m'achète un bateau? Est-ce que je joins des gens? Puis l'idée qui m'est venue, ça a été de le faire sur le pouce, donc d'aller encore plus à la rencontre des gens, c'est-à-dire que de changer de bateau en bateau, d'île en île. Puis le monde de la voile, c'est un monde qui est vraiment extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des histoires fantastiques puis qui sont super intéressants. Donc, c'était un choix qui était excellent finalement. Puis j'ai vécu vraiment des rencontres extraordinaires en faisant ça. Donc, du Panama jusqu'en Australie sur le pouce, puis en allant essayer de trouver des histoires dans les îles de gens qui prenaient action. Donc, je voulais être dans le positif. Je voulais pas juste constater les difficultés qu'ils vivent, mais je voulais vraiment aller voir qu'est-ce qui est fait concrètement, si on veut, pour un peu répondre aussi à mes questions individuelles. Tu sais, j'avais une recherche. On est tous face à ces changements-là qui sont un peu plus grands que nature, plus grands que nous. Puis de se situer là-dedans, c'était vraiment ça ma question. Puis je savais pas comment répondre à ces questions, comment m'enligner même pour répondre à ces questions-là. Donc, c'est un peu à la recherche d'une réponse que je suis parti dans le Pacifique Sud. Puis, tu l'as mentionné, tu es allé sur le pouce, donc c'est du bateau stop que tu as fait, en quelque sorte. Ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce que les gens sont ouverts aux petits Canadiens qui vont embarquer sur leur bateau? Est-ce qu'il faut que tu les convainques? Est-ce que tu dois payer, faire du travail en échange? Comment ça fonctionne? Ouais, bonne question. Puis quand je suis parti, j'avais aucune... Ben, je me disais ça doit être faisable, mais je n'avais pas de réponse à cette question-là. J'avais cherché en ligne, il n'y avait pas grand-chose en ligne. Puis il y a des sites qui existent, mais ça n'a pas fonctionné. Dans mon cas, je n'ai pas été capable de trouver de personnes qui voulaient m'embarquer de cette façon-là. Donc, j'ai vraiment pris un billet d'avion, je suis allé au Panama, puis je me suis dit, je vais aller traîner dans les marinas. Puis c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai été visiter toutes les marinas, puis là, j'allais voir
différents capitaines. Il y avait des fois des trucs qui étaient affichés qui me permettaient d'avoir une idée de ce qui était possible. Puis j'avais quelques options au départ, mais je me suis rendu compte que c'est vraiment une communauté qui se crée à partir de là. Là, les gens commencent à se connaître. Puis c'est vraiment une genre de communauté nomade, finalement. En traversant le Pacifique, les gens apprennent à se connaître, puis ils se revoient sur les îles. Fait que là, ça devient de plus en plus facile. Parce qu'à plusieurs étapes, tu as revu des gens qui t'ont permis de faire une portion de la traversée. Ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait parler d'une communauté, d'une confrérie d'ouverture d'emblée à ce genre de demande? Oui, vraiment. Puis il y a comme des besoins, tu sais. Puis il y a d'autres mondes que j'ai rencontrés qui le faisaient. Ils le faisaient peut-être pas. Souvent, ils vont changer une fois ou deux peut-être de bateau au fil des opportunités. Moi, mon objectif, c'était de le faire plusieurs fois. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai changé 6 fois. Puis pour répondre à ton autre question, oui, les gens demandent souvent en fait, les besoins qu'il y a sur ces bateaux-là, c'est pour les chiffres de nuit, souvent. Donc, d'être présent, de permettre au capitaine de se reposer, de s'assurer que le vent ne change pas trop, qu'il n'y a pas un orage, une tempête qui arrive. Puis que, donc, rien qui demande les plus grandes compétences marines. Non, parce que tu c'est l'écris humblement, tu n'étais pas un matelot d'expérience. Oui, c'est ça. Puis, très honnêtement, même si c'est pas ce que je devrais dire aujourd'hui, je ne suis toujours pas. J'ai eu la piqûre de l'exploration en voilier, mais je suis pas j'ai pas cette passion-là de la voile autre que comme moyen de transport puis d'explorer ces endroits magnifiques-là. Ouais. Fait que j'étais encore pourri, si on peut le dire comme... Mais est-ce qu'au final, ça t'a rien coûté? Puisque tu faisais les chiffres de nuit pour permettre au capitaine de dormir c'est certaines tâches, mais est-ce qu'on te nourrissait et on te transportait gratuitement? C'est arrivé que je sois nourri. En général, je payais ma propre bouffe. OK. Mais oui, je payais pas pour être sur le bateau pour faire les déplacements. Des fois, j'avais une contribution pour le gaz. Ça varie, mais en général, oui, c'est un échange. Et là, mon but, c'est de donner envie aux gens de lire ça puis de découvrir plus en profondeur ce que tu racontes. Fait que je veux pas que tu me donnes tous les détails, mais donne-nous un aperçu des initiatives pour protéger l'environnement dont tu as été témoin dans cette traversée-là. Oui, il y a des super belles histoires. Il y a notamment l'avocate des baleines à Tahiti, Agnès, qui m'a fait vivre des choses extraordinaires. J'ai été voir les dauphins, les baleines avec elle. Le docteur Rongo aux îles Cook qui m'a approché avec des initiatives culturelles, si on veut, pour faire face au changement. Puis au début, je comprenais pas ce qui m'amenait. Il me parlait d'église, de jeux vidéo, Puis là, climatique, je me suis rendu compte que son approche, c'était de solidifier le tissu social parce que en prévention, par exemple, d'un ouragan, la rapidité puis l'efficacité, les rôles de chacun, ils sont super importants. Puis de clarifier ces rôles-là à travers les différentes approches culturelles, si on veut, c'est vraiment important pour lui. Puis j'ai trouvé que c'était fantastique. Mais il a clarifié les rôles, mais est-ce que tu dirais aussi qu'il y a cette idée que plus on a l'impression d'appartenir à un tout, à une communauté, plus on réagit vite et bien? Oui, ben c'est vraiment ça. C'est exactement ça, en fait. Donc, il y a plusieurs initiatives. J'ai aussi participé au Ocean Cleanup, au premier déploiement de l'espèce de système 001 de Boyan Slat, le jeune néerlandais, pour aller cueillir le plastique au milieu de l'océan Pacifique Nord. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Boyan Slat, dans le fond, il a fait un TED Talk qui l'a rendu quand même connu un peu partout dans le monde. Son idée, c'est de récupérer le plastique avec une technologie à laquelle il a pensé, donc en nettoyant peu à peu les océans. Mm-hmm. Il a lancé ça alors qu'il était un jeune adolescent. Maintenant, c'est un jeune adulte que tu as rencontré. Ouais. Est-ce qu'il y a une ou deux autres initiatives dont tu peux nous parler? Oui, les jardiniers de coraux, c'était assez intéressant. C'était surtout magnifique. Donc, j'ai rencontré un chercheur qui a plus ou moins prouvé que les coraux, c'est un peu comme les plantes, c'est-à-dire que plus il y a de la diversité, plus ils vont être forts, puis plus ils vont être en santé. Donc ça, c'était super intéressant. C'était un chercheur dans une université en Polynésie qui m'a fait découvrir son jardin de coraux qui était magnifique, comme je dis. Puis, dans ceux dont tu viens de nous parler, ou peut-être les autres, il y a une question qui a été posée par le public. Quelles rencontres vous ont particulièrement marqué? Est-ce qu'il y a une personne, humainement ou par son geste pour l'environnement, qui t'a
profondément marqué? Oui, je pense que l'avocate des baleines, je la mentionne tout le temps, ma nièce, elle s'est tellement donnée, elle a construit un organisme avec, je pense, 20 ou 25 bénévoles qui visent... Sur plusieurs îles différentes. Oui, sur plusieurs îles. Donc, c'était vraiment touchant de voir à quel point elle m'a bien accueilli, puis elle a été gentille avec moi. Ça m'a beaucoup touché. Mais les rencontres aussi qui ont un peu changé mon parcours, puis mes initiatives ou ma volonté de faire un effort personnellement, c'est les enfants de Tanna, donc sur les îles de Vanuatu, l'île de Tanna. Donc, j'ai partagé un peu leur mode de vie pendant plusieurs jours sur cette île qui est assez sauvage ou assez magnifique. La jungle, un volcan, des plages infinies d'une beauté extraordinaire. Puis, ces enfants-là étaient tellement proches de la nature que ça m'a beaucoup touché. Puis, éventuellement, j'étais vers la fin du voyage, puis je me demandais, OK, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'améliore un petit peu mon effort individuel. Puis on parlait de Boyan Slat. Tu es arrivé comme au début du déploiement de leur technologie, alors que tout ne fonctionnait pas comme ils voulaient encore. Il y avait des ajustements à faire. Tu me diras si je me trompe, mais je crois avoir lu que tu as un côté très performeur, puis ça t'a obligé à apprivoiser la possibilité de faillir puis de pas toujours réussir. Est-ce que je me trompe? C'est pas exactement comme ça que je le vois, mais c'est intéressant puis un bon questionnement là. Je pense que oui, d'une certaine façon, ça a été ça le résultat, mais j'étais très axé sur le résultat et non pas sur le processus. Puis je me suis rendu compte avec le recul que le Ocean Cleanup, qui semblait pas réussir à faire fonctionner le système à ce moment-là, avait déjà réussi, avait déjà accompli son objectif de par le processus de vouloir nettoyer les océans. Ils avaient permis à des milliers de personnes, des millions, des milliards de personnes de connaître la problématique parce que les grands médias avaient besoin de cette histoire-là pour pouvoir en parler. Puis, je me suis rendu compte que finalement, le Ocean Cleanup, qui a fini par mieux fonctionner, mais avait déjà accompli beaucoup juste par le processus. Ouais. Puis c'était comme ça qu'il fallait aborder un peu ces grandes problématiques-là, c'est-à-dire de focusser au jour le jour dans le processus, puis d'avancer. Puis en avançant, il y a des choses qui se passent, puis il y a de l'énergie qui se crée, puis il y a de la beauté qui se fait. Et en plus de la traversée du Pacifique, du projet avec Boyan Slat, on va aussi découvrir toute l'aventure que tu as vécue aux côtés de Guillaume Dulude, un autre Québécois. Ouais. Vous avez tourné ensemble la série Tribal, qui a été diffusée sur TV5. Et là, vous allez à la rencontre de tribus qui sont le moins influencées par le monde moderne. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Oui, oui. Des communautés très traditionnelles. C'est pas les plus reculées de la planète. Il y en a encore certaines qui sont intouchées. C'était pas ça l'objectif, mais on va dans des communautés qui sont super traditionnelles. Puis tu écrivais que vous deviez faire attention de ne pas leur créer des besoins en allant visiter justement des communautés peu en contact avec le monde tel que nous, on le connaît. Quel genre de besoins vous auriez pu leur créer puis que vous avez fait en sorte de ne pas provoquer? Bien, évidemment, c'est des besoins matériels ou technologiques. Ils sont souvent déjà un peu là, ces besoins-là. Je pense qu'il faut juste être délicat pour avoir une réflexion sur comment qu'on les approche. Tu sais, des fois, je fais montrer mon appareil photo aux enfants. Ces technologies-là, c'est très puissant, c'est attirant. Donc, c'était juste, je pense, juste d'en être conscient des fois, puis de regarder comment on peut faire ça pour que ça soit fait intelligemment. Évidemment, on est là avec ces technologies-là, donc c'est dur de les cacher. Mais ouais, c'est ça. Je pense que tout ça est toute une réflexion qui doit se faire. C'est juste de ne pas trop se fermer les yeux là-dessus. Souvent, le problème est perçu comme étant le tourisme, ou en tout cas, le tourisme est perçu comme étant un gros problème, mais j'ai vu de mon impression le développement. Donc, ces communautés-là, souvent, vivent beaucoup de développement autour des zones dans lesquelles ils habitent comme étant un plus grand problème que le tourisme, c'est-à-dire que le commerce avec l'extérieur, tout ça, c'est en très grande augmentation, puis on sent que ça affecte les aspects traditionnels, culturels de ces communautés-là. Puis un autre élément avec lequel vous deviez être délicat, c'est quand vous étiez témoin de pratiques qui pouvaient être surprenantes, voire choquantes pour nos yeux, c'est que ça ne transparaisse pas, qu'il y ait toujours du respect. Est-ce qu'il y a eu des trucs qui
t'ont choqué, mais tu t'es dit, faut pas que ça apparaisse, faut pas que ça apparaisse? Ouais. C'est une bonne question. Ben oui, moi et Guillaume. Puis Guillaume était très bon là-dedans. Je pense que c'est vraiment sa spécialité d'expliquer ce genre d'aspects-là. Mais on a été face à un genre de sacrifice d'une vache pour un contexte assez particulier c'était le passage à l'âge adulte d'une jeune fille. Ouais. C'est pas aussi à ce moment-là qu'elle se fait arracher les canines? Oui, oui. C'est assez touchant. Je pense qu'en se mettant un peu, en essayant de le vivre avec eux, ça peut aider. Puis, ben, je pense que la réflexion, elle évolue beaucoup. Puis, en faisant ces tournages-là, j'ai appris beaucoup un peu ce que tu expliques, à regarder ça d'une façon le plus neutre possible, puis à essayer justement de ne pas trop se laisser avoir par... Ça veut pas dire d'avoir une poker face, c'est d'être sincère et dans le respect à la fois. Oui, oui. Puis tu sais, on sent que même si la communication n'est pas tout le temps facile, ils apprécient nos réactions quand ils sentent qu'elles sont sincères aussi. Ouais. Fait que je pense que c'est comme ça aussi qu'on crée la relation en ayant une certaine transparence, mais surtout en ayant la volonté d'être sincère. Là, toutes les expériences dont on parle démontrent que tu n'étais pas un simple voyageur qui allait voir des musts touristiques. Puis ça m'amène à une question qui nous a été posée. Est-ce que tu considères qu'il existe une différence entre voyage et tourisme? Et si oui, quelle est la différence? C'est une bonne question, mais de plus en plus, j'essaie d'éviter de voyager juste pour le tourisme à cause des problèmes environnementaux que ça peut créer. Je pense que d'avoir un objectif clair, d'avoir une volonté de toucher des aspects culturels ou d'aller, de pas juste consommer les aspects touristiques comme ça peut se faire dans certains lieux ou dans certains contextes sur la planète, c'est peut-être une bonne chose, mais c'est des questions difficiles puis délicates vu ce que je fais parce que, tu sais, je voyage beaucoup puis je peux pas dire aux gens de pas voyager ou de... Mais quand tu entends des proches te parler soit d'une visite très typique, par exemple, de Paris ou d'un tout inclus à Cayo Coco, ouais. Est-ce que ça vient en collision avec tes valeurs? Non, Paris, surtout pas. C'est sûr que des fois, les tout inclus, dépendamment de comment c'est fait, ça peut être un petit peu plus difficile à constater. J'ai été dans des tout inclus à certains moments dans ma vie, surtout pour le travail, là, mais on a été en visiter. Puis c'est vrai que c'est pas tout le temps fait dans le plus grand respect de la culture et des gens, de l'environnement. Ouais. Donc, mais je pense pas que je suis là pour dire aux gens comment voyager ou s'ils doivent voyager ou pas. T'sais. Et quand tu fais tous ces voyages qui éventuellement te servent à écrire un livre, est-ce qu'à chacune des étapes, peut-être même à chaque jour, tu prends des notes de ce que tu as vécu ou c'est 2, 3, 5 ans plus tard, tu t'assois et tu replonges dans ta mémoire? Ça, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Les notes? Oui, vraiment, parce que je me suis posé ces questions-là. Après, il y a tellement de questions qui sont restées sans réponse quand j'ai voulu écrire le livre que je me suis rendu compte que ça serait une bonne chose. Ça ne me ressemble pas de faire ça. J'ai quand même une pas pire mémoire, mais je pense que ça devrait être ça. C'est sûr que ça m'amènerait énormément de faire ça. Pourtant, il y a beaucoup de détails, des noms, des lieux, de certains détails par rapport à leur culture dont tu t'es souvenu malgré tout. Oui, puis comme je filme beaucoup ce que je fais, j'ai beaucoup de matériel quand même, puis de souvenirs qui peuvent revenir à partir de ça. Oui, photos, films et tout. On demande également sur Facebook, est-ce que tu as utilisé des bateaux gonflables pour te déplacer à l'occasion? Et sinon, puis en fait, quel type d'embarcation tu as utilisé? Des Explorer 200, les bateaux de piscine. C'est surtout des voiliers, vraiment différents types. Un catamaran de 62 pieds à un moment, des plus petits bateaux assez inconfortables, sur un genre de petit cargo qui faisait les îles à Tahiti qui étaient vraiment pas faites pour le touriste, assez, avec des conditions sanitaires discutables, disons. Donc,
Donc, selon ça va avec les opportunités, hein, je pense. Mais tu as aussi fait un tronçon dans un catamaran où tu avais ta propre chambre et ta propre toilette. Oui, c'est ça. J'ai été chanceux parce que c'était la plus longue partie, donc 25 jours, un peu dans le luxe pour commencer du Panama jusqu'aux îles Marquises. Puis, tu écrivais que la série Tribal que tu as fait avec Guillaume Dulude est l'une des séries les plus ambitieuses auxquelles tu as participé. Pourquoi ça se classe si haut en termes d'ambition? Parce qu'on le faisait à deux, puis que le support, évidemment, dans ces endroits-là est très, très, très limité. Donc, de tourner une série documentaire complète sans avoir accès, par exemple, à un hôtel ou à des endroits pour charger mon équipement ou à des ressources, des fois juste de base pour les soins. Évidemment, ça représente des défis énormes. On l'a bien relevé. Puis, je pense qu'on a appris les deux là-dedans. Tu sais, c'est un défi aussi humain d'être avec la même personne pendant 10-12 jours dans des contextes assez isolés. Fait que ça a été un bel apprentissage. Puis, je regardais au tout début du livre ce qu'on sentait dans ton regard puis ce qu'on sent à la fin du livre. Est-ce que toi, tu as l'impression que ce que tu es en dedans, ça a changé à travers les années, à travers toutes ces rencontres-là? Oui, puis je pense que le livre lui-même, il est un petit peu pour quelque chose parce que j'ai appris énormément en voyageant. J'ai appris aussi en faisant le documentaire, la version documentaire d'ailleurs qui va sortir cet hiver sur TV5 aussi. Mais j'ai aussi appris après ça, un autre layer d'apprentissage en écrivant le livre, parce qu'il y a des réflexions que j'ai pas eues à travers tout le reste du processus. Puis comme on parlait tantôt, le choix de mots, des fois, ça nous oblige à creuser des sujets qui ne seraient pas creusés d'une autre façon. T'sais. Puis on demande sur Facebook, est-ce que d'une certaine façon, tu as l'impression d'être le porte-parole de ces gens-là, de ces histoires-là, de leur démarche pour préserver l'environnement, puisque c'est pas tout le monde qui a eu accès à eux? Est-ce que tu as une responsabilité de porte-parole? C'est vraiment une bonne question. Puis non, j'ai pas la prétention d'avoir les connaissances ou d'avoir été là assez pour être leur porte-parole. Mais oui, quand j'ai l'occasion de glisser un mot sur l'importance que ces cultures-là peuvent avoir, parce qu'on ne se le cachera pas, elles sont à peu près tous en train de disparaître, de changer. Ouais, il y a des grands changements qui sont dans toutes les cultures traditionnelles comme ça que j'ai vues. Puis il y a une richesse tellement grande dans ces cultures-là sur la connaissance de l'environnement qui est souvent, en fait, les derniers bastions, si vous voulez, de connaissance de ces aspects-là. Là. Par exemple, sur la chasse, la trappe, la pêche, sur les plantes, etc. Puis j'ai vu des choses tellement extraordinaires. Là. Par exemple, en Indonésie, là, on suivait, puis là, ça, c'est pas dans le livre, mais j'ai eu un peu la même chose au Gabon, là, mais on suivait des traces pour la chasse, puis pour moi, c'était absolument impossible de constater qu'il y avait un animal qui était passé là, mais pour le chasseur devant nous, c'était très, très clair. Puis il était capable de voir que, là, il y a un rat qui est passé. Avec son expérience. Je veux dire, c'est le sol de la jungle qui me semble comme partout ailleurs. Fait que vraiment, il y a non seulement des connaissances, mais il y a aussi d'autres aspects qui se sont développés au cours des années. Puis on l'a vu aussi chez les Moken, il y a je pense que l'œil des enfants qui est capable de voir sous l'eau, de mieux s'adapter, c'est une découverte. Transformation physique? Oui, dans ce cas-là, je pense qu'ils ont constaté que c'était plus quelque chose qui a été appris puis qui est reproductible chez les enfants partout sur la planète, mais de savoir ça puis de le pratiquer, c'était déjà quelque chose d'énorme. Puis tu évoques à quelques moments l'influence d'un livre qui s'appelle Man's Search for Meaning de Viktor Frankl. Est-ce que tu as trouvé un sens à ce que tu fais après toutes ces années-là? Ben oui, puis je pense que le sens, c'est ça. Le sens, pour moi, c'est un peu de documenter tout ça. Le sens, c'est de creuser, d'aller à la recherche de réponses à ces questionnements-là sur l'environnement, par exemple. Tout ce genre je pense, de recherche ou de projet-là, c'est une forme de sens. Donc, même jusqu'à l'entrevue qu'on est en train de faire là, ça oblige à se questionner. Puis cette recherche, cette quête de sens-là fait partie de tout ça.
Puis, dernière question, avant de conclure. En résumé, quels sont les projets, outre le documentaire qui s'en vient à TV5 cet hiver, quels sont les autres gros projets sur lesquels tu travailles, en quelques mots? Je pars très bientôt, probablement aux États-Unis, pour filmer un truc de voile, un genre de record de voile. Puis sinon, c'est des petits projets à gauche, à droite de direction photo, comme je l'ai toujours fait. Donc, en temps normal, est-ce que tu aurais fait beaucoup de voyages à l'étranger, mais là, tu es très restreint par la COVID? Oui, c'est assez restreint. J'ai visité beaucoup le Québec cet été, disons. Généralement, en une année, tu es combien de temps à l'étranger? Je dirais minimum la moitié, souvent presque les 2 tiers, oui. OK. Bien, courage pour toute cette vie au Québec et l'hiver qui s'en vient. J'aime beaucoup le Québec. Merci pour l'entrevue, Guillaume Beaudoin. Beaucoup. Puis j'encourage les gens d'abord à se procurer ce magnifique et très, très intéressant livre Empreinte en librairie ou en bibliothèque et à regarder la prochaine causerie ou la prochaine activité en direct sur le Facebook du Salon du Livre de Montréal. Merci. Merci beaucoup.